t'avais prévenu. Voyageur qui court n'empêche pas le train de partir. Devant toi, en l'air. Mais non, pas elle, voyons. Pas elle non plus. Une statue, c'est muet. Plus haut, moi, l'horloge. Eh ben, ne fais pas cette tête-là. Une horloge parlante, tout le monde connaît. C'est agréable de rencontrer quelqu'un qui a le temps de flâner. D'accord. C'est maladroit de dire ça à un homme qui vient de manquer son train. Mais tu auras le 14h38, je te promets. Les gens passent si vite maintenant, je n'ai plus guère de dialogue possible. Alors quand un incident heureux... Non, non, je n'ai rien dit. Et puis sois gentil. Laisse ta montre et prends le temps de m'écouter, puisque je te préviendrai. Tu vois ce quartier? J'y suis née et je ne l'ai jamais quitté. Avant la gare que tu connais, et jusqu'à la fin du 19e siècle, il y en avait une autre. Enfin, un embryon de gare. Une voie de départ, une voie d'arrivée et une petite horloge. Mais sans même un beffroi. Autant dire un réveil matin. À la fin du siècle, il la remplace par une gare monumentale à laquelle j'apporte tout mon prestige. En fait, j'étais le clocher du village. J'en ai réalisé des rêves. Le soleil, la neige, l'Italie, l'Orient. C'est moi, tout ça. Bien sûr, je voyais aussi arriver les habitants de la banlieue sud-est. Mais le trafic n'était pas très important parce qu'en 1964, par exemple, il n'y avait encore que 4 700 000 habitants dans toute la région parisienne. Et là-dessus, 2 700 000 vivaient dans Paris même. Dans ces conditions, les 6 principales gares assuraient normalement les échanges avec la banlieue. Pourtant, le nombre des voyageurs augmentait régulièrement. Et ça révélait une évolution. Les jolies petites banlieues romantiques changeaient complètement de visage. Des usines de plus en plus nombreuses cernaient Paris. Les localités grandissaient et la région se gonflait de villes nouvelles. Tiens, pour te donner une idée du changement, dès 1978, les 2 700 000 Parisiens ont fondu. Il en reste 2 millions seulement. En revanche, les 2 millions de banlieusards sont devenus 8 millions. Résultat pour la SNCF. 4 fois plus de voyageurs. Oh, on avait bien électrifié le réseau, créé des lignes supplémentaires, augmenté la vitesse, allongé les rames, accentué les fréquences. Les transports urbains aussi tiraient le maximum d'un réseau peu extensible. Mais entre les deux, pour nous les gares, une asphyxie imminente était à prévoir. Moi, j'ai soupçonné quelque chose dès 1972. Il faut te dire que le quartier changeait beaucoup déjà. Pas toujours selon mon goût, mais il changeait. Un seul avantage, je voyais enfin à quoi je ressemblais. Pas trop de queue pour une octogénaire. Une chose pourtant m'a mis la puce à l'aiguille. Un groupe de fourmis venait périodiquement gesticuler à mes pieds. Ce n'étaient pas des voyageurs, ils n'avaient pas de bagages. Pas des manifestants non plus. Parfois, je saisissais une phrase. C'était passionnant, mais un peu inquiétant. Mais enfin, tant qu'une conversation ferroviaire s'achève au terminus, on doit pouvoir garder confiance. Eh bien non, justement. C'est à la notion de terminus qu'il s'en prenait. Fini les gares en cul-de-sac, disait-il. On devrait pénétrer directement dans Paris ou même traverser la ville. Ils appelaient ça le remodelage de la circulation régionale. En théorie, bravo. J'étais d'accord.
Mais quand j'ai compris qu'on passerait en quelques instants du train de banlieue au RER, au métro ou aux grandes lignes, et vice-versa, sans sortir de la gare, alors là, pas d'accord. Évidemment. Si les voyageurs ne sortent plus de la gare, je perds mon temps à donner l'heure. Quelques mois plus tard, les voilà revenus. Cette fois, conversation super technique. C'était complètement dingue. J'ai cru que les aiguilles m'en tombaient. Ils prétendaient tout simplement raser la halle de Bercy et le petit bâtiment en quart de rond qui s'appuie sur moi et porte ma date de naissance. D'accord, comme consigne à bicyclette, là, elle avait peut-être perdu de son utilité. D'accord, elle n'était peut-être plus adaptée aux besoins nouveaux. Mais c'était mal. Et mon petit bâtiment, le supprimer? J'ai failli en retarder de saisissement. Je me retrouvais comme en 1947 quand j'ai fait un début de dépression. Heureusement, j'ai du ressort et je me suis remontée. Je me disais, ils ne pourront pas indéfiniment ajouter des voies. Tu crois que ça les a arrêtés? Ils ont parlé d'une gare souterraine, un trou de 300 mètres de long et d'une trentaine de mètres de profondeur. Moi, on m'épargnait, mais tout juste. Alors j'ai eu un autre espoir. Pour sortir d'un trou pareil, la rampe serait très raide, et alors, réplique immédiate. On construirait des rames plus puissantes et on en profiterait pour les faire plus vastes et plus confortables. J'étais près de me résigner lorsqu'une illumination m'a frappée. Tu ne devines pas? Mais si, voyons. La Seine. Parce que ça aussi, c'est une chose que j'ai connue dans mon existence. La fameuse crue de 1910. Étant construite sur une butte artificielle, la gare n'en a pas souffert. Ou presque. N'empêche que je me prenais parfois pour le phare d'Ouessant. Je sais que les barrages ont supprimé les fortes crues, mais l'eau monte encore par moments. Elle infiltre les terrains avoisinants. Alors, tu imagines leur gare souterraine? Eh bien, ils ont sondé les terrains, gavé un ordinateur de données et résolu les problèmes d'étanchéité. Alors, tu sais ce qui est arrivé? J'ai baissé les bras. Oh, et puis laisse ta montre. Tu es vexant à la fin, je te préviendrai. Donc, nous étions en 1973. Et pendant près de 10 ans, bon gré, mal gré, j'ai veillé sur leurs activités. Tout d'abord, un long travail préparatoire. Consolidation de mes assises, renforcement du terrain et suppression de tout ce qui les gênait. Les tunnels du RER avaient été construits jusque-là sans que je m'en aperçoive et n'attendaient plus que d'entrer dans la gare. Un jour, enfin, une première partie du radier de base apparut. Mais si je voyais bien le fond des travaux, j'étais encore loin d'en voir le bout. En tout cas, maintenant, je savais ce qu'il voulait faire. Permettre au RER d'achever, par un dernier tronçon, la traversée de la région d'est en ouest et créer 4 voies souterraines réservées à la banlieue avec possibilité de les relier plus tard à la ligne nord-sud du RER. Ces nouvelles voies libéreraient une partie de la gare de surface et permettraient l'implantation du TGV.
Leur installation nouvelle était conçue pour écouler, dans de bonnes conditions, plus de 40 millions de voyageurs par an. Moi, je ne demandais que les croire. Mais je ne voyais pas très bien comment, d'un inextricable enchevêtrement, jaillirait une meilleure circulation. Enfin, il paraît que pour eux, c'était clair. La gare se présenterait comme une grande boîte à chaussures. Au fond, un étage destiné au RER, un vaste quai confortable et avenant, et des dégagements rapides et nombreux. Au-dessus du RER, la gare réservée aux trains de banlieue. Avec ces deux quais, ces 4 voies et ces escalators répartis tout au long des trains, leur projet rendait possible la circulation de 4 rames par quart d'heure dans chaque sens, soit 32 mouvements à l'heure. Voilà. Voilà. Et pour réguler 32 trains, 1 heure, ce n'est pas long, tu peux me croire. Enfin, nous n'en étions pas encore au stade de la régulation. Et l'avancement des travaux me permettait difficilement de saisir l'aspect final de l'œuvre. Des trous, des murs, des piliers. Il paraît que ça deviendrait un jour une gare accueillante. Pour le moment, j'y voyais surtout un décor pour film d'épouvante. Et voilà qu'avant d'avoir achevé les 2 premiers étages, ils en commençaient déjà un 3e, au-dessus. Il s'agissait d'une vaste salle d'échange qui devait assurer la liaison directe entre les lignes de banlieue et le RER d'une part, et les grandes lignes, le métro, les taxis et les autobus d'autre part. Je ne suis pas aigrie par le temps. Mais tu vois, cette salle où tous les échanges, toutes les correspondances se font sans sortir de la gare, c'est certainement plaisant et pratique pour les voyageurs. Ne pas faire la queue pendant un quart d'heure devant un guichet, bravo. Franchir rapidement les postes de contrôle, parfait. Mais pour moi, ça représente 80% de visages familiers et que je ne verrai plus traverser mon parvis. Et ça, il m'est difficile de l'accepter de gaieté de mécanisme. Oh, tu peux rire. Pendant qu'ils y étaient, ils s'en sont pris même aux voitures. Ils ont creusé sous mon parvis un tunnel routier pour relier directement les quais de la Seine au boulevard Diderot. 20 ans fin le jour, je crois que c'était en 1976, où la dalle supérieure étant coulée, je ne voyais plus rien des travaux. Je savais bien qu'au loin ce n'était pas tout à fait terminé. Il leur fallait encore franchir des rues, sans trop gêner la circulation. Transformer un saut de mouton. Tu sais, un de ces ouvrages qui permettent à une ligne d'en enjamber une autre. Parce que c'est bien joli de créer une gare nouvelle. Mais il y a toujours un moment où il faut bien finir par insérer les voies dans la circulation normale.
Plus tard encore, ça c'était au début de 1983, la rumeur publique m'a laissé entendre qu'ils achevaient des installations grandioses pour relier directement la salle des échanges à la salle d'accueil du TGV. En vérité, si je me rappelle toutes ces années, les mots que j'ai le plus souvent entendus, c'est amélioration, confort, facilité, gain de temps pour les usagers. Ah, gain de temps. Mais est-ce que ça compte, le temps? Eh bien oui, c'est moi qui dis ça. Enfin, tout de même un peu, quand on n'a plus que 5 bonnes minutes pour rattraper son train. Hé, ta valise! Étourdi comme il est, la prochaine fois, j'aurai le temps de lui raconter l'histoire du TGV.